Donc maintenant, nous accueillons François-Xavier Madec, chirurgien urologue, andrologue et sexologue dans le service d'urologie à l'hôpital Foch à Suresnes, qui va nous parler de la vaginoplastie. Bonjour à tous, chers modérateurs. Déjà, je souhaiterais remercier l'Académie de chirurgie d'avoir dédié une séance sur la prise en charge des personnes trans. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il faudrait certainement plus d'une séance pour pouvoir aborder tout le sujet. On ne va pas y revenir. La population estimée, elle est très élevée, bien plus importante que celle que l'on croyait il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas de doute sur l'intérêt d'une prise en charge chez ces personnes-là pour les trois raisons qu'on a déjà mentionnées. Taux élevé de satisfaction, amélioration du pronostic vital. C'est pas qu'une chirurgie fonctionnelle puisque la prise en charge permet une réduction de la suicidabilité et donc ça améliore le pronostic vital. Et puis, les regrets sont également extrêmement rares. Donc, ça nous conforte bien pour continuer dans cette prise en charge. Tout à l'heure, on parlait du film. Donc ça, c'était l'affiche du film. Donc le film The Danish Girl, qui a relaté l'histoire d'une des premières femmes trans. Donc les femmes trans, c'est également ce qui est appelé dans la littérature, on va dire scientifique, le male to female. On va donc aborder la chirurgie génitale. Juste avant, on l'a mentionné précédemment, on applique globalement les recommandations internationales qui ont été publiées avec une nouvelle version fin 2022. L'HAS nous a convoqués, ou en tout cas pour une bonne partie d'entre nous, à la rédaction du parcours de transition avec une première réunion qu'on a eue la semaine dernière pour réactualiser le parcours qui était certes contestable, mais qui avait au moins le mérite d'exister depuis plusieurs années. Dernière slide d'introduction par rapport aux chirurgies. On a ce petit diagramme qui montre qu'il y a énormément de chirurgies qui peuvent être proposées chez ces personnes-là. En général, mais il n'y a pas d'ordre obligatoire, en général, les femmes trans souhaitent d'abord commencer par les chirurgies qui appareillent l'apparence avec l'anatomie qui est visible en public. Donc, on a le docteur Christophe Harry qui nous a montré les chirurgies de féminisation du visage. Bien évidemment, il va y avoir des demandes pour les chirurgies mammaires, mais on n'a pas eu de topo spécifique là-dessus, avec des demandes, avec des nécessités techniques pour gérer, entre guillemets, l'espace intermamelonnaire chez les femmes trans. Les ORL aussi sont impliqués dans cette prise en charge avec tout ce qui est chirurgie de féminisation de la voix, par exemple, ou également chirurgie de la pomme d'Adam. Il y a également tout ce qui est on va dire greffe capillaire chez les femmes trans qui ont eu une calvitie, ça va nécessiter également des greffes capillaires. Enfin bon, la liste est vraiment très importante. Donc moi, je ne pratique que la chirurgie génitale. Donc je vais vous présenter la chirurgie de vaginoplastie. Donc ça, c'est très probablement la slide la plus importante, ou en tout cas, elle permet de bien préciser l'anatomie et la technique chirurgicale. Donc la plupart des femmes trans optent pour la vaginoplastie parce que c'est une technique avec de bons résultats, que ce soit sur le plan esthétique, mais également fonctionnel. On va les voir tout à l'heure. Et c'est une chirurgie qui se fait en une seule fois, contrairement aux hommes trans où c'est plutôt des chirurgies en étapes. C'est une chirurgie qui se fait en une seule fois, mais avec 5 grands temps chirurgicaux. Le premier temps chirurgical, ça va consister à retirer les testicules, ce qui est assez simple, et puis on va également prélever la peau scrotale, ce qui va permettre d'être utilisé après en greffe de peau. On va ensuite transformer le pénis en clitoris. Je vous rappelle à tous que avant la 6e semaine gestationnelle, on avait tous des organes génitaux indéterminés et que effectivement, on a des similarités au niveau anatomique entre un clitoris et un pénis. Bien évidemment, c'est la taille qui diffère. Donc, on va pouvoir transformer le pénis en clitoris. Je vais vous expliquer comment on le fait dans les slides suivantes. Ensuite, on va bien évidemment raccourcir la longueur de l'urètre et puis on va faire une dissection pour faire un canal vaginal. Et donc, on va faire une dissection interprostato-rectale et vésico-rectale pour créer le canal vaginal. On va ensuite utiliser la peau du pénis, la peau du fourreau pénien, ici en bleu ciel, pour faire la vulve, l'entrée du vagin. Et le fond du vagin, on va utiliser une greffe de peau libre, donc la greffe de peau scrotale, qui va permettre de faire le vagin. Ce schéma est également important parce que vous voyez que la prostate est conservée. Elle est conservée pour plusieurs raisons. D'une part, la retirer, il y a un risque d'incontinence urinaire qui est élevé, donc ça, on va éviter. Et puis également pour les propriétés, on va dire, orgasmiques de cet organe.
Et comme je vois qu'il y a beaucoup d'urologues dans la salle, j'imagine qu'il y aura des questions ensuite sur la surveillance d'éventuels cancers de prostate qu'on n'a pas pu aborder de façon approfondie. Donc, premier temps de l'intervention, relativement aisé, orchidectomie bilatérale, prélèvement de la peau scrotale. La peau scrotale, on la prélève, mais on l'affine pour permettre une meilleure prise de la greffe. Et donc, on affine la peau en greffe de peau totale. Ensuite, on fait cette dissection-là, qui est une dissection qui est relativement difficile. J'imagine que c'est assez imagé pour vous rendre compte des complications potentielles. Donc, on fait une dissection interprostatorectale, vésicorectale. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on peut éventuellement avoir des fistules ou des plaies de ces organes, plaies du rectum ou plaies de la vessie, on y reviendra dans les complications. Ensuite, donc, on fait la transformation du pénis en clitoris. Donc, pour garder un clitoris bien fonctionnel, il faut bien évidemment faire un gland clitoridien. Donc, on prend une petite partie du gland. Maintenant, le schéma d'incision au niveau du gland est légèrement modifié, mais on prend une petite portion du gland pour faire le gland du clitoris. On conserve ici toutes les bandelettes vasculo-nerveuses qui sont présentes à la face dorsale du pénis, avec l'albuginée qui les sous-tendent. Et puis, on retire une grande partie des corps caverneux, comme ici. On garde néanmoins la partie la plus proximale des corps caverneux, comme ici, comme dans un clitoris où on a deux corps caverneux. Et puis, on va effectuer une plicature, entre guillemets, du gland pour que le gland clitoridien se positionne en position anatomique comme dans un vagin, avec le clitoris qui va être ici, le canal urinaire qui sera ici, puis les bandelettes de la sensibilité qui seront repliées sur elles-mêmes et fixées au niveau du pubis. Ça aura bien évidemment un intérêt fonctionnel, ça a également un intérêt esthétique parce que ça donne une belle anatomie pour les monts de Vénus. Ensuite, on va utiliser la peau du pénis, on rajoute la peau scrotale et puis on fait une invagination de ce tissu-là au niveau de la cavité vaginale que l'on a créée. Avec une contre-incision, on va faire ressortir le clitoris et le canal urinaire et puis ensuite, on va faire la plastie des grandes lèvres et puis des petites lèvres. Voilà, donc ça, c'est les résultats esthétiques. Donc ça, c'est toutes des femmes trans qui ont été opérées. Ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas, les femmes trans rapportent une bonne satisfaction esthétique de ce type d'intervention. On se rend compte que c'est la même intervention, la même technique, le même opérateur, mais que les résultats sont tous différents. Ça confirme bien ce qui avait déjà été retrouvé, on va dire, chez la femme cis, notamment lorsque l'artiste, en 2011, avait fait le mur du vagin, c'est-à-dire que c'était une artiste qui avait sculpté 400 vulves et finalement, ça permettait de montrer qu'il n'y avait aucune vulve chez les femmes cis qui était identique. Chez les femmes trans, c'est pareil. Les vulves seront spécifiques à chaque personne. Globalement, il y aura des petites lèvres, des grandes lèvres, avec un aspect jugé comme satisfaisant dans la plupart des cas. S'il y a des insatisfactions, bien évidemment, on peut y répondre. On peut y répondre de deux types. Soit c'est des insatisfactions parce qu'on trouve que c'est trop volumineux et dans ce cas-là, on fait une réduction de la graisse. Ça peut arriver sur les grandes lèvres. Ou alors, à contrario, sur les petites lèvres, on trouve qu'elles sont un petit peu trop fines et dans ce cas-là, on peut envisager éventuellement des injections de graisse. Si on doit être complètement critique, entre guillemets, de ce travail, il y a peut-être une petite carence sur l'aspect des petites lèvres parce que pour utiliser les petites lèvres, on utilise la peau du prépuce qui est entre guillemets un petit peu plus fine, en tout cas pas très épaisse. Donc en général, c'est assez fin au niveau des petites lèvres. Les grands résultats de la technique au niveau de la profondeur, donc dans la littérature, les profondeurs rapportées sont aux alentours de 8 à 13 cm. Nous, on essaye de faire en tout cas la chirurgie initiale des dissections assez profondes aux alentours de 15 cm parce que bien évidemment, il va y avoir des phénomènes de rétraction avec la prise de greffe. Globalement, 80% des patientes sont satisfaits de la profondeur du vagin et arrivent à avoir des rapports sexuels pénétrants. La satisfaction sexuelle est également au rendez-vous avec des rapports sexuels pénétrants possibles et des sensations orgasmiques qui sont atteintes en général dans 80% des cas. Alors, en post-opératoire, bien évidemment, elles ne sont pas atteintes la sensation orgasmique n'est pas atteinte tout de suite, mais à 1 an des interventions, globalement, on a une stabilisation aux alentours de 80%. Après, les sensations orgasmiques, ça ne correspond pas que à des paramètres anatomiques. Il y a bien évidemment les paramètres relationnels qui rentrent en jeu pour atteindre ce type de sensation. Voilà, ça c'est une autre photo. Donc ça c'est une patiente opérée d'une vaginoplastie. On est à
c'est en gros 6 semaines de l'intervention. C'est à ce moment-là que je les revois en consultation quand il n'y a pas de complications. Et puis ça, c'était une patiente qui, en post-opératoire, a effectivement fait une complication, notamment un saignement au niveau de la vulve. Donc, elle avait encore ce qu'on appelle le conformateur qui était en place pour la bonne prise de greffe. En tout cas, ça permettait d'illustrer que lorsqu'on fait des dissections prostato-rectales et puis vésico-rectales extensives, on peut remonter extrêmement haut. Ici, globalement, on a le conformateur qui était ici, qui est au niveau du sacrum. Donc, c'est vraiment, voilà, on peut faire des vagins de bonne taille et des vagins fonctionnels. Et si, je pense, on n'a pas de vagin fonctionnel, il faut persévérer parce que la technique le permet. Les innovations, les nouveautés. Donc, bien évidemment, soit dans un certain nombre de cas, les vaginoplasties qu'on a fait, il va y avoir une mauvaise prise de la greffe et donc il va y avoir une sténose du vagin. L'autre situation auquel on va devoir faire face, c'est les enfants qui ont eu des bloqueurs pubertaires, ce qui est très bien. Pour nous, chirurgiens, le problème que ça va poser, c'est qu'il ne va pas du tout y avoir de développement au niveau de la peau du pénis ni de la peau scrotale avec les bloqueurs de puberté. Et donc, on va avoir une carence, entre guillemets, de tissu cutané. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions pour y répondre. À l'heure actuelle, l'autre solution qu'on développe là depuis 1 an et demi, mais qui est déjà faite depuis quelques années aux États-Unis, c'est l'utilisation de lambeaux de péritoine. Donc, c'est la technique de Davidoff, technique utilisée initialement chez les patientes avec un syndrome de Rokitansky, qui est décrite pour la première fois dans les années 60, mais qui était un peu lourd parce que, bien évidemment, à l'époque, la chirurgie mini-invasive n'existait pas. Et donc, actuellement, on est en train de la remettre au goût du jour, notamment avec l'utilisation de robots chirurgicales. Donc, on fait ça à 2 équipes. Moi, je suis par voie périnéale. Je fais la dissection. J'amène, entre guillemets, le tissu. En général, ça nécessite quand même qu'on arrive à faire 3-4 cm de profondeur vaginale. Et si avec du tissu cutané, on fait 3-4 cm de tissu vaginal, à ce moment-là, on arrive à descendre les lambeaux péritonéaux. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va prendre le cul-de-sac de Douglas, on va l'ouvrir et on va refaire un cul-de-sac de Douglas plus haut et ça permet d'optimiser les choses. Ici, pareil, autre scanner post-opératoire. Décidément, j'ai beaucoup de complications, mais au moins, ça me permet de pouvoir illustrer les innovations techniques. Ici, donc, jusqu'à cette partie-là, on a de la greffe de peau et puis toute la partie supérieure, c'est fait avec des lambeaux péritonéaux. Voilà. Après, autre technique qui est un petit peu en perte de popularité, entre guillemets, c'est la vaginoplastie sigmoïdienne. À l'heure actuelle, on ne l'utilise plus en première intention pour la simple et bonne raison qu'on a le plus souvent suffisamment de peau pour faire au moins une première tentative de vaginoplastie par inversion de peau pénienne. Et comme on sait qu'il y a quand même un taux de complications non négligeable, c'est un petit peu dommage de se couper une porte si on fait d'emblée une vaginoplastie sigmoïdienne, c'est-à-dire que le tissu scrotal, on l'aura mis au baquet, comme on dit, à la première intervention, ce qui est un petit peu dommage. Perte de popularité sur la vaginoplastie sigmoïdienne, parce que un des premiers problèmes, c'est que le greffon sigmoïdien, il est pas mis en position il est mis en position anti-péristaltique parce qu'on n'arrive pas à le descendre autrement. Et donc, bien évidemment, on a des phénomènes de rétention et des phénomènes de sécrétion un peu excessives avec des patientes qui se plaignent, de sécrétion et de perte vaginale. Alors, ce qui était souvent avancé comme intérêt à cette technique-là, c'était la lubrification qui était le plus souvent un peu insuffisante avec les vagins en peau. Néanmoins, je rappelle que la lubrification vaginale elle est pas permanente et elle est surtout utile pour les activités sexuelles. Voilà. Et puis, autre solution de reconstruction qu'on propose, surtout plutôt chez les femmes trans âgées qui ont attendu un peu toute leur vie avant de faire leur transition, qui ont attendu que leurs enfants soient autonomes, que leurs parents soient décédés pour faire leur transition, qui n'ont plus vraiment d'activité sexuelle, mais qui sont vraiment très inconfortables avec l'aspect de leurs organes génitaux. On peut effectivement faire ce qu'on appelle une vulvoplastie ou une vaginoplastie sans profondeur. Donc, on fait exactement la même technique, mais on ne fait pas la dissection prostato-rectale, ce qui permet de limiter les risques, raccourcir l'intervention. Et puis, ça simplifie également les suites post-opératoires parce que avec les techniques de vaginoplastie que je vous ai présentées, bien évidemment, si on veut conserver un vagin fonctionnel, il faut faire des dilatations et des dilatations très régulières de façon importante la première année post-opératoire et puis à vie de façon mensuelle pour la ensuite.
Voilà, donc une petite slide de conclusion, ça sera la même pour l'autre topo. Donc effectivement, hein, c'est pas qu'une chirurgie fonctionnelle. Là, j'ai essayé d'illustrer les choses, mais les gens qui disent que c'est à la mode, vu la lourdeur chirurgicale que ça impose, que des complications auxquelles les patients veulent faire face, c'est vraiment pas une question de mode, ça c'est sûr. Et à l'heure actuelle, il va falloir former de nouveaux chirurgiens pour prendre la suite. Peut-être une des difficultés qu'on va avoir par rapport à des endocrinologues, où on va dire peut-être que ça va être un peu plus facile de former les endocrinologues, c'est que ça reste quand même des chirurgies techniques. Hein. Ça, c'est sûr que c'est des chirurgies très techniques, et donc un jeune interne, c'est difficile de lui faire apprendre, entre guillemets, la vaginoplastie. Je vais peut-être conclure aussi en disant que ce type de chirurgie qu'on fait chez les personnes trans aide aussi d'autres personnes. Donc, on a parlé des personnes intersexes, ça c'est bien évident, mais ça aide aussi d'autres personnes. À l'heure actuelle, j'imagine que de façon hebdomadaire, vous avez des topos qui montrent des nouveautés techniques chirurgicales. On va dire, on peut imaginer dans le cadre de chirurgie de cancer de vulve, de chirurgie du vagin. Voilà, donc on arrive bien à guérir le cancer, mais maintenant, il faut faire face à la qualité de vie de ces personnes-là. Et donc, dans ma pratique, j'ai également des demandes, on va dire, de reconstruction vaginale chez des patientes qui ont eu des cancers, de la radiothérapie, de la chirurgie. Et je pense que si j'avais pas eu l'expérience et la pratique des vaginoplasties, on va dire, chez les personnes trans où il n'y a pas d'anomalie anatomique, je pense que c'est quasi impossible de se lancer sur ces chirurgies difficiles en terrain radique. Je pense que c'est pas accessible. Merci. Alors, simplement, il y a eu beaucoup de messages là, à distance. Je reprécise qu'on a été obligé d'enlever les images de cette présentation pour être conforme à la loi RGPD. Une question à distance, le délai avant une activité sexuelle après une telle opération. C'est une question qui est posée donc par Madame Scheffler. Oui, bien sûr. Alors, si on estime qu'une activité sexuelle avec pénétration doit être agréable, il faut bien évidemment attendre une période de cicatrisation. On estime en général que c'est 3 mois avant la reprise des activités sexuelles. 3 mois. Après, à J5, elles font des dilatations de façon répétée 4 fois par jour pendant plus de 40 minutes. Donc, la solidité, on va dire, de la reconstruction, elle est rapide. Voilà. Merci. Après, 3 mois, on a retenu. Sexuelle, c'est des complications urinaires urétrales, est-ce que en 2 chiffres? En 2 chiffres, étonnamment très peu de risques d'incontinence urinaire post-opératoire. C'est-à-dire que la chirurgie qu'on fait, c'est exceptionnel qu'on rentre dans le sphincter, dans le sphincter strié. On ne le voit pas, mais on rentre pas dedans, très rarement dedans. Au niveau du méa, effectivement, il y a quelques cas de sténose du méa post-opératoire aux alentours de 5% des cas dans les séries qui les ont bien rapportés. Qui se dilatent. Non, mais ça fera probablement l'objet qui se dilate une seule fois et en cas de récidive qui peuvent nécessiter une retouche chirurgicale. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Bon.